Alors du coup, j'ai retrouvé cet article. Guerre en Ukraine, l'armée de Kiev mène une contre-offensive à l'ouest de Bakhmout. Ouais, vers Chassiviar, il y a plusieurs colonnes de blindés, de véhicules blindés et de T-64 ukrainiens qui se préparent justement à lancer une contre-offensive. Et en dessous de Ivaniske, il y a assez souvent, d'ailleurs, les Ukrainiens ont repris à plusieurs reprises du territoire que les Russes ont repris. Donc c'est du territoire qui est gratté des deux côtés. Mais si demain, si demain la Russie, enfin les Russes, donc l'armée régulière et Wagner n'ont pas pris Bakhmut, il se peut très bien que l'Ukraine lance une contre-offensive et qu'ils ne prennent jamais Bakhmut. Mais là, à l'heure qu'il est, il y a 70% déjà de Bakhmut qui est pris par les Russes. Voilà. Et j'ai vu par contre des commentaires effectivement parce que j'ai regardé un petit peu la vidéo qui était sur YouTube. Et effectivement, bon, il y a des trolls pro-russes, il y a aussi des trolls pro-ukrainiens. Oui, c'est des mecs J'ai qui vu sont derrière leur ordi, ils sont à pianoter. Vive la Russie, vive l'Ukraine, mais qu'est-ce que ça leur change leur vie à mettre un drapeau Qu'est-ce que ça Ouais, change leur vie, quoi. j'ai vu un commentaire qui était très pertinent et qui était plutôt agressif envers moi et envers nous deux, mais que j'ai trouvé plutôt pertinent. C'est qu'est-ce qui m'oblige en fait à croire ces fameux experts d'où ils sortent. Bah, comme je t'ai dit juste avant, en fait, moi je me considère pas comme un expert en expertise comme sur LCI. C'est juste on fournit des sources, on a notre propre avis. Après, comme on dit, tout avis est bon à prendre et puis à partir de là, bah, les gens se font leur propre avis quoi. Et voilà, tu croises des sources, un peu de bon sens et c'est bon. Tu peux faire quelques Exactement. prédictions. C'est pas forcément à 100% fiable, mais Et comme c'est les pareil, experts SLI, hein, voilà. L'armée ukrainienne a lancé ces derniers jours une contre-offensive à l'ouest de Bakhmut, rapportent les services de renseignement britanniques dans leur dernier point de situation publié ce mercredi sur Twitter. Donc ça devrait voilà, je alléger la pression sur la voie de rapprovisionnement. te renvoyer la carte. Tu peux regarder dans la légende sur la carte à côté, t'as récap et Bakhmut récap marche. Tu vois, en vert, c'est sur la gauche. Alors en rouge, c'est les territoires récemment pris par les Russes. En espèce de bleu clair, violet clair, c'est les territoires qui ont été pris par les Russes il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Ouais. Aujourd'hui, le territoire que tu vois en rouge là qui a été pris, c'est le territoire qui a été pris sur les dernières 24 heures si je me trompe pas. Le Rouge 21, ouais, pétant c'est là, ça, ouais. Voilà. Donc tu vois, ça reste marginal, mais c'est quand même pas mal parce qu'on reste sur du combat urbain. Voilà, avant de parler de la contre-offensive. Et tu vois sur la droite là, sur la droite où il y a l'image de pistolet. Donc tu vois exactement où ont lieu les combats avec la 90e brigade mécanisée, comme je t'ai dit la dernière fois. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, petite information pour ceux qui ne savent pas, les espèces de bandeaux qu'on peut voir sur les uniformes des Russes et des Ukrainiens, voilà, sur le casque, le bandeau vert, ça veut dire que c'est une personne qui a été mobilisée. Donc c'est pas un militaire de carrière, comme je disais la dernière fois. Le bandeau bleu, c'est des engagés étrangers qui ont déjà une expérience militaire. Donc assez souvent, ils ont une bonne expérience militaire. C'est ceux qui se trouvent sur le front dans la région de Louhansk. Et les bandeaux jaunes, en fait, c'est les militaires de carrière, donc ceux qui ont plus d'expérience. Quand tu regardes sur la gauche, tu vois, il y a un secteur encadré vert. Et Si, bah, voilà. ces secteurs-là sont assez souvent, ils sont assez souvent disputés entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Tu vois qu'il a été repris par l'armée ukrainienne, il est assez souvent repris par l'armée russe. Tu vois que là, sur la carte, sur la légende, tu vois que l'armée russe est en train de rattaquer Ivaniske et les contours d'Ivaniske. Donc aussi bien au sud qu'à l'est. Donc c'est à ce niveau-là qu'une contre-offensive devrait avoir lieu et au nord aussi. Alors là on le voit pas sur la carte, mais au nord vers entre C'est ça. Vasilivka et l'autoroute, voilà, C'est ça là. dans ces coins-là. Ouais, voilà. Par là, il y a une offensive qui devrait se préparer. Alors il y a des petites contre-offensives. Là en ce moment, les meilleures troupes ukrainiennes sont mises sur le contour de Bakhmut. C'est-à-dire toute la périphérie de Bakhmut. Et ils sont pas dans Bakhmut, mais ils sont sur la périphérie. Ils essaient de gagner du temps pour vraiment éliminer un maximum de troupes de Wagner et de soldats russes. Voilà, globalement, pour faire simple. Et pour l'instant, le combat, il est équilibré ou ça tourne en faveur des Ukrainiens? Pour le moment, c'est un peu tôt pour se prononcer parce que là, il y a eu une pause tactique côté russe. Donc du coup, ils n'ont pas vraiment avancé, hormis le petit bandeau de territoire là que tu as vu, qui a été pris récemment là dans la banlieue sud de Bakhmut. Ouais. Mais au nord, ça n'a pas vraiment bougé. Ça a bougé il y a quelques jours, ça n'a pas vraiment bougé depuis. Donc il y a eu une petite pause tactique. Donc après, on va voir si ça avance ou si ça avance pas. Mais pour le moment, le front est comme ça, il n'a pas bougé. Par contre, là où il y a eu vraiment un changement en faveur des Russes, les deux gros changements, alors le gros changement et le deuxième gros changement qui devrait avoir lieu, c'est un gros changement en faveur des Russes et un deuxième gros changement qui devrait avoir lieu en faveur de l'Ukraine, mais là je me prononce un peu trop vite. C'est dans le secteur de Zaporizhia. Donc le secteur de Zaporizhia, c'est dans le sud.
sais pas si tu veux commencer par le, comment dire, grosse offensive ukrainienne. J'ai utilisé le mot la dernière fois, c'est pas une cuvette, mais bah tu l'as là, à Divka. Voilà. Là, tu vois au nord d'Avdiivka, il y a Saillant, une quoi. offensive. Ouais, il y a une offensive russe qui ont coupé justement la ligne de chemin de fer. Si tu regardes, voilà, Ouais. juste sur la gauche là. Tu vois que là, il y a une ligne de chemin de fer en fait qui passe. Oui, il y a un pic là qui avance. Ouais, il y a un pic qui avance, et exactement. Et en fait, ce pic-là, il a traversé une ligne de chemin de fer. Je sais pas si tu la vois. Moi, je la Elle est en vois. plein milieu, la ligne de chemin Mais de elles sont fer. toujours en vie, les lignes de chemin de fer, ils ont pas bombardé Ouais, avec le temps, là. en fait, cette ligne de chemin de fer-là sert à l'armée ukrainienne de réapprovisionnement pour Avdiivka, et là, elle a été coupée. Donc, ça a quand même un impact majeur sur le front d'Avdiivka, parce que du coup, il y a plus, comment dire, cet réapprovisionnement par ligne de chemin de fer. Donc, du coup, ça peut se faire que par les routes, ou alors faut qu'il lance une contre-offensive pour récupérer du coup ce bout de territoire perdu. Ok. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour le fond d'Adivka. Il y a les offensives continuent un peu partout. Aussi, il y a une recrudescence des offensives, je crois, 100 et quelques offensives un peu partout sur tout le front. Justement, à l'ouest, en fait, t'as le front de Zaporizhia, et il y a eu ces derniers jours, bah, en même temps que l'attaque de drones ukrainiens en Crimée, t'as eu quelques incursions de l'armée ukrainienne qui ont fait un petit peu de juste de la reconnaissance pour voir un petit peu les défenses russes, ce qu'il y avait en face, comment ça répondait, etc. Et il se pourrait bien qu'en fait il y ait une grosse contre-offensive ukrainienne dans l'objectif de couper en fait le front jusqu'à Melitopol. Et si jamais ils arrivent à faire ça, en gros ça couperait du coup les voies de rapprovisionnement entre la Crimée et le reste du front vers Donetsk. Voilà, ici. C'est une grosse T'as- offensive, là, quand même. Il y a beaucoup de Exactement, terrain à tu vois grignoter. Melitopol en gros, l'objectif en gros, dans l'idée, a priori, hein, il n'y a encore rien d'acté, c'est mon opinion, c'est les informations que j'ai réussi à récupérer, donc ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Mais les Ukrainiens en fait sont en train de sauver un maximum de troupes efficientes, c'est-à-dire des militaires de carrière, des forces spéciales, un maximum de matériel pour lancer une grosse contre-offensive jusqu'à Melitopol. Comme ça, si jamais ils arrivent à couper le front jusqu'à Melitopol, en fait ça couperait la Crimée. La Crimée serait totalement isolée en fait du reste de la Russie, parce que pour rappel, en fait la Crimée, ce qui la relie à la Russie, c'est un seul pont qui a été construit par la Russie, qui de base n'existait pas. Donc c'est vraiment, tu vois, la Crimée, entre la Crimée et la Russie, t'as vraiment un seul pont en fait. T'exploses le pont, C'est tu celui-là? coupes le... Ouais, exactement, c'est là. Tu coupes en fait ce pont, tu coupes le front en deux dans la région de Melitopol, et en fait toute cette zone-là en fait est complètement isolée. Et les seuls axes de rapprovisionnement après, ça se ferait éventuellement par bateau. Donc tu te doutes bien que un rapprovisionnement par bateau, ce sera un peu compliqué quoi. Donc Ouais, là, c'est compliqué, ouais. la majorité des défenses russes, on l'a pas dit, elle se trouve dans la région de Zaporizhia, dans le sud. Voilà. Dans l'éventualité d'une contre-offensive ukrainienne, et tu dois avoir, si je me trompe pas, 2 à 3 lignes défensives russes. Autant dire que il anticipe quoi. Voilà, voilà. D'accord. Donc globalement, pour faire l'état des lieux sur le conflit en Ukraine, après il n'y a pas eu plus de mouvements que ça. Un peu dans la région de Louhansk, les Russes utilisent justement des véhicules de déminage pour déloger des bunkers ukrainiens, mais Est-ce que tu m'as envoyé d'autres vidéos par le chat? Parce que j'ai reçu que le chat, moi. ah oui, ça c'était pour rigoler ça. Ouais, Vraiment je rien vais à avoir regardé foutre ça, du ouais. coup. Ouais, Давай, c'est ça. Ça вали! c'est Le chat artilleur. Кися, у тебя c'est все ça le нормально, chartier. блядь. Может, ты пойдешь где-то погулять, пока мы работаем? Qui en a strictement rien à foutre. Voilà. Ça, c'est la route de terre, du coup. Ouais, ça c'est la seule route du coup qui mène à qui mène à Bakhmut, qui est empruntée par l'armée ukrainienne. Donc on voit déjà que c'est pas vraiment une route qui est vraiment empruntable. Ouais, elle est dégueulasse, ouais. Elle est pas vraiment praticable. C'est vraiment, voilà, on va pas faire passer des convois de camions et de blindés là-dessus quoi. Mais non. Comment ils passent le ravitaillement? Parce que là, les camions, ils peuvent pas passer. Bah justement, c'est très compliqué. C'est ça en fait le problème de Bakhmut, et c'était l'objectif des Russes, c'était déjà de couper toutes les voies de réapprovisionnement, parce que du coup ça devient compliqué d'envoyer du renfort, d'envoyer des munitions, du réapprovisionnement, de la nourriture aussi, parce qu'il faut pouvoir se nourrir sur le front, y a pas que les C'est mieux, munitions. ouais. Mange un peu. Et du coup oui, on peut plus vraiment, ils peuvent pas vraiment utiliser de véhicules, donc du coup bah
Quand on voit comment la route est pas du tout dégagée, comment c'est boueux, à part y aller à pied, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives, quoi. Bah, je vois le truc, ouais. C'est un peu comme l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, les bons terrains boueux, dégueulasses. Bah, c'est ce qu'a, bah, ça tu le sais très bien, c'est justement ce qui a stoppé l'offensive allemande dans C'est ça, l'opération c'est Barbarossa. l'hiver qui a tout gelé, ça a permis de ravancer un petit peu plus vite que la boue dégueulasse. Exactement. Hein, c'est ça. T'as eu les blindés qui étaient bloqués, t'as eu la logistique qui était bloquée aussi, parce que du coup, bah, sans voie d'accès praticable, si c'est pour rouler là-dessus, laisse tomber, t'avances pas. Donc, bah, C'est pour moi, dingue, ouais, c'était c'est une des raisons majeures en fait de la défaite de l'opération Barbarossa, quoi. Oui, c'était un des facteurs, mais surtout que ce qui est marrant, c'est que ça n'a pas changé en plusieurs cinquantaines, soixantaines, 70 d'années, c'est toujours les mêmes méthodes, quoi. Ça n'a pas bougé. Ouais, c'est ça. Ravitaillement, ouais. Bah, c'est pour ça que sur le front d'Adifka, le fait que t'enlèves la ligne de chemin de fer, ça va devenir encore plus compliqué, parce que du coup, ils se retrouvent isolés. Il y a certes quelques routes, mais remplacer une ligne de chemin de fer avec des trains contre quelques camions, c'est pas la même chose. C'est sûr. C'est pas pareil. Donc en gros, c'est les deux seuls saillants, là, Adifka et Bakhmut. Il y en a pas Ouais, d'autres ouais, ouais. Ouais, c'est Après, il y les a deux encore saillants. pas mal de combats. Ici, il y a pas mal de combats aussi au nord, on en a pas parlé, mais globalement, ça a pas bougé. Ça bouge de quelques mètres éventuellement, mais c'est pareil. Percer une défense, c'est très compliqué. C'est pas ce qui se passe du jour au lendemain. Et surtout Et dans des assez villes, souvent, ouais, c'est bien chiant à déloger. ouais, dans les villes ou même là dans les plaines ou dans les forêts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'un ou l'autre des deux côtés, l'un des deux côtés en fait a réussi à percer les défenses, il y a toujours une seconde ligne de défensive. Mais si même la seconde ligne défensive est pas assez solide, bah une fois que la ligne de défense est passée, bah après ça rentre comme du beurre, quoi. Est-ce que tu connais la théorie du Heartland, du coup? Non. En gros, ça dit que celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle l'Heartland. Qui contrôle l'Heartland contrôle l'île monde. Qui contrôle l'île monde contrôle le monde. Donc en gros, c'est-à-dire Ah que oui, parce qu'ils ont toutes les matières premières, effectivement, oui. c'est pour Ok. ça, si on contrôle en gros l'Eurasie de façon globale, on influence l'Eurasie, on peut contrôler un peu tout le monde. Mais tu sais que c'est un peu notre problème en fait, c'est que si la guerre continue de perdurer, nous on n'a aucune matière première en Europe. Tandis que les Russes, eux, ils ont toutes les matières premières, ils ont tout. Donc à un moment donné, enfin tu prends le gaz, on produit pas de gaz, on est obligé de l'importer. Donc déjà ne serait-ce que ça, sans matière première on n'a pas d'économie, sans économie on est mort. Donc nous on n'est pas capable en fait de manière une guerre sur le long terme. Donc effectivement cette théorie pour moi je la valide. Ah bah, c'est intéressant la théorie du Heartland. Moi, ça me rappelle un peu à l'époque du Royaume-Uni qui voulait pas qu'il y ait une puissance hégémonique en Europe, à chaque fois en Europe continentale. Et du Ah coup, bah, peut-être que les États-Unis veulent pas une puissance hégémonique continentale, pareil à l'inverse, et cette fois Bah, un peu plus grand. D'après moi, en fait, le but des Américains, c'est vraiment de couper la Russie en plusieurs petits États. D'ailleurs, la Russie, c'est plusieurs petits États dans un grand État. Mais l'idée, c'est vraiment de détruire la Russie, d'en faire plusieurs États, bah, comme ils ont fait avec l'ex-URSS, avec l'Ukraine, avec l'Estonie, etc. C'est vraiment de le couper en plusieurs États. On voit bien maintenant, l'Estonie, l'Estonie sans l'URSS, c'est un tout petit pays, quoi. T'as pas la puissance que t'avais avant. C'est ça. Parce que là, la Russie, même si elle est plus petite, elle a toujours des ressources. Ouais, les Tchétchènes par exemple, c'est un État dans la Russie. Voilà, c'est un État dans un État en fait. Les experts en expertise, n'oubliez pas de commenter pour apporter plus d'expertise